L'horreur, c'est un genre très populaire depuis toujours. L'être humain, il a toujours aimé se faire peur. Beaucoup d'entre vous ont sans doute déjà vu cette illustration qui glace le sang. Ou encore celle-ci qui vous a peut-être même empêché de dormir. C'est l'artiste derrière ces monstruosités qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va se faire le parcours de Junji Ito, un des maîtres incontestés de l'horreur. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu et d'activer la cloche, ça donne énormément de force. Et sur ce, on est parti. Junji Ito, il est né le 31 juillet 1963 dans la préfecture de Gifu, et plus précisément dans la ville de Nakatsugaya. Gifu, c'est plutôt rural, et c'est assez réputé pour ses onsen, c'est-à-dire les sources d'eau chaude volcanique. Mais c'est aussi chargé d'histoire. On y trouve le château de Gifu, à partir duquel Oda Nobunaga avait commencé à réunifier le Japon au XVIe siècle. C'est aussi une région qui a longtemps été un centre de production et de commerce du textile, et le siège de beaucoup d'entreprises de métallurgie, étant donné que le siège de Toyota il se trouve dans la préfecture d'à côté, celle d'Aichi. C'est donc dans la petite ville paisible de Nakatsugaya que Junji Ito va grandir. Junji, il a deux sœurs aînées qui adorent lire des mangas, et notamment les œuvres de Kazuo Umezu et Shinichi Koga. Et vous allez voir que son enfance, c'est le point de départ de tout son univers. Shinichi Koga, c'est un ancien. Il est né en 1936 et c'est un des premiers boss de l'horreur. Il est surtout connu pour son œuvre Eko Eko Azaraku, où on suit Misa, une jeune sorcière super puissante. Cette œuvre, elle a cartonné et elle a été adaptée dans tous les sens. Il y a eu plusieurs films en prise de vue réelle, un animé et même un drama. L'autre influence majeure, c'est Kazuo Umezu. Lui, il est carrément considéré comme le créateur du manga d'horreur par beaucoup de gens. C'est aussi un ancien, il est né en 1936 et malheureusement il nous a quitté récemment en octobre 2024. Je comptais faire une vidéo complète sur lui donc je vais pas rentrer dans le détail de son œuvre ici. Donc Junji Ito, il grandit avec les œuvres de ces deux géants de l'horreur. Il raconte que sa première lecture qu'il a marquée, c'est Mummy Teacher ou Mira Sensei de Kazuo Umezu. C'est une histoire qui se passe dans une école pour filles dirigée par des nonnes sur fond de momies qui se réveillent. Après cette claque monumentale, le petit Junji va devenir méga fan de Kazuo Umezu et il va le considérer comme son sensei. Et à partir de là, il va commencer lui-même à dessiner des mangas d'horreur. D'ailleurs, je vous ai retrouvé quelques dessins de lui quand il était enfant. Oubliez pas qu'il grandit dans une petite ville de campagne et donc forcément ça va jouer sur son imaginaire. Les nuits sont calmes et silencieuses, il y a des insectes un peu partout et faute d'éclairage public il fait super sombre. Le terreau parfait pour se faire peur. Il raconte par exemple que dans la maison où il vivait, il fallait traverser un sombre couloir souterrain rempli d'araignées pour aller aux toilettes. C'est des moments où il flippe mais qui le fascinent en même temps. On retrouvera plus tard des échos de ses expériences. Après avoir découvert Kazuo Umezu, il va dévorer ses œuvres pendant toute son adolescence. Il va être par exemple très marqué par des œuvres comme Orochi, sorti en 1969, ou encore L'école emportée, sorti en 1972. Quand il se fera opérer de l'appendicite, il trouvera refuge auprès de Makoto-chan, un personnage à l'humour un peu borderline qui date de 1976. Sa passion pour les œuvres de Umezu, elle va l'amener à tomber amoureux de l'horreur sous toutes ses formes. Il va découvrir d'autres auteurs comme Hideshi Ino avec Panorama de l'enfer, une œuvre qui avait fait du bruit à l'époque. Au-delà des mangas, il va se buter aux films d'horreur qui passent à la télé, étant donné qu'il n'y a pas de cinéma dans sa petite ville. Et il va naturellement se passionner pour les Kaidan Eiga, qui sont des films de fantômes japonais. Parmi ces films qui l'ont marqué, on peut en citer quelques-uns. On a par exemple Tokaido Yotsuya Kaidan, qui est inspiré du conte Yotsuya Kaidan, une histoire de vengeance fantomatique. Ou encore Bancho Sarayashiki, une histoire de fantôme de l'ère Edo. Ça, c'est côté japonais, mais il a aussi été influencé par des films occidentaux comme L'Exorciste de William Friedkin sorti en 1973 ou Suspiria de Dario Argento. Pendant toute son enfance et son adolescence, il va aimer se faire peur. Il adore regarder les émissions japonaises sur le paranormal et notamment les histoires de photos spirites. C'est des photos lambda dans lesquelles on voit des silhouettes fantomatiques. Avec ses potes, il s'amuse à explorer les petites ruelles de sa ville et les endroits sombres et abandonnés. En parallèle de toutes ces découvertes, il continue de dessiner et reproduire les œuvres de Kazuo Umezu. Dans son premier manga, il dessinera un personnage avec un œil au milieu de la main, très influencé par Kappa no Senpei du boss Shigeru Mizuki. Shigeru Mizuki, on en a parlé plusieurs fois dans les autres vidéos, je vais pas en parler ici parce que ce sera le sujet d'une vidéo complète. Donc voilà, toute son enfance et son adolescence, il va dévorer des mangas et des films d'horreur. Côté personnalité, c'est quelqu'un de très introverti et qui va développer une petite phobie sociale. Il flippe du regard des autres et il considère les yeux comme une partie vraiment effrayante. D'ailleurs, il l'exploitera plus tard dans ses œuvres. Junji Ito, il devient un jeune homme plutôt timide. Un jour, alors qu'il passe dans une librairie, il va faire une découverte qui va le marquer profondément. Sur une des étagères, il tombe sur un recueil d'illustrations de Harry Clarke. C'est un peintre et illustrateur irlandais qui a notamment fait les illustrations pour les contes d'Edgar Allan Poe, le célèbre écrivain américain. Ces illustrations, elles vont le fasciner. Les détails, la profondeur, il trouve tout parfait. Dans la foulée, il va découvrir le travail de Howard Phillips Lovecraft, qui est aussi un écrivain américain. Lovecraft, c'est lui qui a développé la notion d'horreur cosmique ou cosmicisme. C'est une philosophie qui considère que l'être humain il est complètement insignifiant dans l'univers et qu'il existe probablement des entités bien supérieures à nous, sans forcément parler de Dieu. Pour que vous captiez qui est Lovecraft, Stephen King il dit lui-même que c'est le plus grand artisan du récit classique d'horreur du XXe siècle.
Rien que ça. Avec cette découverte, Junji Ito il réalise que l'horreur ne se cantonne pas à des maisons hantées et ça va ouvrir toute une dimension dans son imaginaire. Depuis tout petit, Junji Ito il kiffe les mangas, mais devenir mangaka, c'est toujours resté un fantasme pour lui. Et c'est pas le mec avec le plus de confiance en lui. Alors qu'il vient de terminer le lycée, il va choisir une voie beaucoup plus safe et s'inscrire au collège technique dentaire de Nagoya. En 1984, il obtient son diplôme et il commence à travailler en tant que technicien en prothèse dentaire. Pendant plusieurs années, il va exercer ce métier et il va en profiter pour étudier l'anatomie humaine dans des bouquins d'étudiants. Tous les outils qu'il manipule au quotidien, ça va aussi l'inspirer pour custom un peu ses crayons et obtenir des traits spécifiques. Encore aujourd'hui. 伊藤さん、さらにペンも持ちやすいよう自分で加工しています。これはこうやって動いてるんですけど、いろいろ試行錯誤しながら。Tout ce temps, il continue de dessiner pendant son temps libre, mais ça reste un hobby plus qu'autre chose. Mais en 1987, il y a un élément déclencheur qui va tout faire basculer. Dans les années 80, le cinéma d'horreur devient ultra populaire auprès des adolescentes au Japon. Et dans le même temps, les gens commencent à fêter Halloween. Il y a une petite maison d'édition qui va y voir une opportunité, c'est la Asahi Sonorama. C'est une filiale du groupe Asahi Shimbun qu'on a vu dans la vidéo sur Rakuten Kitazawa. Étant donné qu'il y a trop de concurrence sur le shonen, ils vont lancer un magazine shoujo consacré à l'horreur et qui s'appelle le Gekkan Halloween. Pour le lancement du premier numéro, ils vont logiquement faire appel à la légende Kazuo Umezu. Ce premier numéro, il va paraître le vendredi 13 décembre 1985. En 1987, le magazine cherche de nouveaux talents. Et pour les repérer, ils vont créer le prix Kazuo Umezu avec le maître lui-même comme membre du jury. Quand il voit ça, Junji Ito, il est comme un ouf. Il est surexcité à l'idée ne serait-ce que d'être lu par son sensei et il va direct se mettre au travail. Pour l'inspiration, il va puiser dans les œuvres d'Umezu, tout en cherchant à se distinguer. Il va notamment s'inspirer de Mummy Teacher qu'on a vu avant, mais là où Umezu se concentre sur la figure maternelle, Ito il va plutôt développer un personnage de jeune fille modèle. Il y a aussi un événement tragique qu'il a vécu pendant son adolescence et qui va orienter son récit. C'est la mort d'un de ses camarades de classe dans un accident de voiture. Ito, ça le choque, et ça lui fait vraiment bizarre qu'un gars qu'il connaissait disparaisse aussi soudainement. C'est avec tous ces éléments qu'il va créer son premier manga abouti, Tomie. Dans cette histoire, on suit Tomie, une jeune fille super belle mais manipulatrice, et qui a le pouvoir de se multiplier et de se dupliquer. L'autre particularité, c'est qu'elle peut se régénérer à partir de morceaux de son corps ou de fluides corporels. Avec cette histoire, il va se présenter au concours du Gekkan Halloween, et il va pas remporter le premier prix, mais la mention honorable, ce qui lui permet d'être publié dès février 1987. Ça va être un succès immédiat, aussi bien critique que commercial. Avec Tomie, Junji Ito il explore les thèmes de l'immortalité, de l'obsession, de la folie, mais aussi la dualité entre beauté et monstruosité. Parce que Tomie, son truc, c'est de séduire des hommes, de les rendre fous jusqu'à ce qu'ils la tuent, pour ensuite venir se venger. Il va poursuivre ce récit pendant 13 ans, et je pense pas que ce soit un hasard si c'est 13. Avec cette œuvre, Junji Ito il va se révéler comme une figure majeure du manga d'horreur, et le succès il est tel qu'il y aura beaucoup d'adaptations, aussi bien en animé qu'en film live action. On est donc en 1987, Junji Ito il publie son premier manga dans le Gekkan Halloween et tout de suite ça va avoir du succès. Sauf qu'à ce moment-là, lui, il est toujours prothésiste dentaire. À partir de 87, il démarre une période de gros charbon. La journée, il est prothésiste dentaire et la nuit, il dessine des mangas. Et même si son patron lui permet d'aménager un peu ses horaires, le rythme, il est hard. Il dort plus la nuit, il a à peine le temps de manger et il va maigrir salement. Ce rythme de fou, il va le tenir pendant 3 ans. En 1990, il va enfin sauter le pas et prendre la plus grosse décision de sa vie. Il va quitter son job de prothésiste dentaire pour devenir mangaka à plein temps. À partir de là, pendant environ 10 ans, il va enchaîner les one-shots pour le Gekkan Halloween. Il s'inspire des éléments de son quotidien, des anecdotes et des légendes urbaines qu'on lui raconte, mais aussi de ses rêves qu'il prend l'habitude de noter. Son style aussi va s'affirmer. Déjà, il évite les longues histoires et il préfère les chutes brutales en un chapitre. Ses récits se déroulent dans des environnements contemporains dans lesquels il va introduire des éléments paranormaux. Il va explorer des thèmes récurrents comme la dualité entre beauté et horreur, la notion d'horreur cosmique qu'on a vu avant, l'obsession et la folie chez l'humain, ou encore les transformations physiques horribles. Côté graphique, il va aussi évoluer. Au départ, ses dessins sont dominés par des contrastes très nets entre noir et blanc. Puis petit à petit, il va introduire des nuances de gris et des hachures. Là où il excelle, c'est dans les détails, que ce soit dans ses décors, dans les expressions faciales, mais aussi dans les transformations physiques. Il a le don pour créer un malaise chez le lecteur. Avec son trait, il arrive à retranscrire des émotions humaines de manière hyper réaliste. Pareil pour les transformations physiques bizarres. Tout ça, ça lui permet de créer une atmosphère hyper oppressante. Côté narration, il a aussi upgrade. Au départ, ses récits étaient un peu anarchiques, mais au fur et à mesure, il va se structurer. Par exemple, il utilise des grandes cases pour les moments choquants, histoire d'augmenter l'impact.
Pendant cette période, il va faire que de s'améliorer et il va envoyer beaucoup de one-shots qui seront ensuite compilés dans des anthologies. C'était une galère de retracer le fil parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup et elles n'ont pas toutes été traduites en français. Parmi toutes ces œuvres, on peut citer 3 recueils de cette époque. Le premier, c'est Le mystère de la chair. Dans ce recueil, on retrouve 6 histoires écrites entre 1988 et 1995. Il y a par exemple La chevelure sous le toit, qui est une des premières œuvres de Ito. On y suit Shiemi, une jeune fille qui vient de se faire plaquer. Pendant sa relation, son ex lui avait demandé de laisser pousser ses cheveux. Étant donné qu'ils sont plus ensemble, elle va décider de les couper. Et c'est là que ça part en sucette. D'ailleurs, on retrouvera ce côté creepy des cheveux dans d'autres œuvres plus tard, comme Spiral ou Sensor. L'histoire, elle s'arrête assez soudainement et on sent que c'est ses débuts de mangaka. La dernière histoire, elle porte le même nom que le recueil, donc Le mystère de la chair. Et elle est déjà plus aboutie. On y suit Shikara, un petit garçon avec une tête super flippante et qui est très violent avec les autres enfants de sa classe. Au fur et à mesure, on se rend compte que l'ambiance chez lui, elle est bizarre. En fait, c'est sa mère qui est un peu psychopathe et qui lui fait des délires bizarres pour le rendre beau selon elle. Comme vous vous en doutez, ça finit mal et ça part en mode vraiment gore. Genre, il y a cette scène où le petit arrache quand même un muscle à sa mère. C'est une dinguerie. Le recueil, il a été publié au Japon en 1997 et il est arrivé en France en 2008. Le deuxième recueil intéressant, c'est Le voleur de visage. C'est une compilation de 6 histoires écrites entre 1987 et 1997. La première histoire, qui porte le nom du recueil, c'est l'histoire d'une lycéenne capable de devenir le sosie de quelqu'un à force de le côtoyer. Tout le monde va commencer à s'éloigner d'elle jusqu'à même porter des masques pour pas qu'elle les voie. En vrai, c'est une situation un peu grotesque. Encore une fois, la fin de l'histoire, elle est super abrupte. On voit que le trait est encore en pleine évolution, mais qui commence à mieux structurer ses récits. La 6e histoire du recueil, elle lui a été inspirée par un rêve. Avec les ballons au pendu, on est largement un cran au-dessus au niveau de l'absurde. Le récit commence par la mort de Terumi Fujino, une jeune starlette retrouvée pendue à la façade de son immeuble. Peu de temps après, il y a une photo étrange qui va circuler, où on voit la tête géante de Terumi flotter dans le ciel. Son petit ami commence lui aussi à voir cette tête flottante, jusqu'à ce que lui-même il se fasse prendre par une de ses têtes. Et plus on avance dans le récit, plus ça part en sucette. Jusqu'à cette scène de fou, où une bande de lycéennes se fait attaquer. Bon, l'histoire elle est un peu chelou, mais ça montre que Junji Ito il a aucune limite dans l'absurde. Et dans cette œuvre, on voit aussi une amélioration dans le dessin. Le troisième recueil dont je voulais vous parler, c'est le journal de Soichi. La première histoire du recueil, c'est De jolies vacances d'été qui date de 1991. C'est l'histoire de Yusuke et Mishina, qui sont frères et sœurs, et qui vont passer leurs vacances chez la famille à la campagne. Ils font la rencontre de leur cousin qu'ils n'avaient jamais vu avant. Un soir, alors qu'ils passent devant la chambre d'un de leurs cousins, Soichi, ils le voient en train de parler à des poupées. Et quand ils se tournent vers eux, il est super chelou. C'est une histoire courte qui laisse une fin plutôt ouverte. Là, on n'est pas dans du gore et des monstres bizarres, mais plutôt dans une atmosphère d'angoisse tout du long. Et le personnage de Soichi, on peut dire qu'il fait partie du star system de Junji Ito. C'est un perso qu'on reverra dans plein d'histoires, comme Tomie d'ailleurs. D'ailleurs, l'histoire qui porte le même nom que le recueil, elle a été écrite en 1992. Elle se passe un an après De jolies vacances d'été, et Yusuke et Mishina y retournent chez leur famille à la campagne. Leur cousin Soichi, il est toujours aussi bizarre, sauf que cette fois-ci, ça va basculer encore plus dans le surnaturel. On passe vite de l'angoisse à des transformations physiques. Il y a aussi d'autres œuvres de ses débuts qui vont bien marcher et confirmer sa patte. On a par exemple La femme limace, c'est une histoire qu'il a écrite pendant qu'il était encore prothésiste dentaire. Il raconte qu'il se regardait dans le miroir et en voyant sa langue, ça lui a fait penser à une limace. Et il s'est imaginé ce qui se passerait si elle se transformait vraiment. Du coup, il en a fait une histoire. Au départ, il voulait l'appeler l'escargot, mais tout le monde lui dit que c'est un nom bizarre, du coup il opte pour La femme limace. Avec La femme limace, c'est le début d'une mécanique qu'il aime bien, les transformations physiques dégueulasses. Il y a une autre œuvre que j'ai trouvée intéressante, c'est Le Déserteur. Elle date aussi de ses débuts et on n'est pas dans du gore ou de l'épouvante, mais la chute elle est super efficace et ça plonge instant dans l'angoisse. Avec cette histoire, il montre qu'il maîtrise les mécanismes psychologiques et l'art d'instaurer la peur de manière subtile. Je pourrais continuer des heures à passer en revue chacune de ses œuvres de cette époque, il a été hyper prolifique, mais on va s'arrêter ici. Avec toutes ces histoires courtes, Junji Ito il va peaufiner son trait, améliorer sa manière d'écrire les histoires et s'imposer comme une référence du manga d'horreur. Le Gekkan Halloween c'est un véritable centre de formation et avec toutes les histoires qu'il a envoyées, il va commencer à se faire un nom. Grâce à toutes ces années au Gekkan Halloween, Junji Ito il se fait de plus en plus remarquer. Et il y a une maison d'édition à qui ça n'a pas échappé et qui est très chaud de collaborer avec lui, c'est la Shogakukan. Il y a 2 choses qui vont le motiver à les rejoindre. La première, c'est l'opportunité de faire découvrir ses œuvres à un public plus large, parce que la Shogakukan c'est beaucoup plus gros que la Asahi Sonorama. Et la deuxième motivation, c'est celle d'attaquer une histoire longue. Après quasiment une dizaine d'années au Gekkan Halloween, il va rejoindre le Big Comic Spirits de la Shogakukan. Le Big Comic Spirits, on en a déjà parlé, c'est un magazine de pré-publication hebdomadaire spécialisé dans le seinen. Ils ont publié 20th Century Boys par exemple. À part Tomie et Soichi, qui apparaissent à plusieurs endroits, il a fait que des histoires courtes. Cette fois-ci, il va s'attaquer à une série plus longue, et il va être pas mal challengé par son nouveau tanto de la Shogakukan. Ça va devenir une de ses œuvres les plus emblématiques, et je pense pas me tromper en disant que beaucoup d'entre vous ont déjà vu cette illustration qui glace le sang.
Pour cette histoire, Ito va tirer son inspiration de plusieurs éléments. D'abord, la volonté d'avoir des personnages qui vivent dans une nagaya. Les nagaya, c'est des maisons japonaises typiques de l'ère Edo et qui ont pour caractéristique d'être longues, ce qui nous fait penser tout de suite au long couloir de son enfance qui avait été l'objet de ses fantasmes. Le deuxième élément autour duquel tout le récit va se construire, c'est les spirales. Pour lui, c'est un symbole fascinant qui a une dimension hypnotique, mais qui évoque aussi une certaine gaieté, et il fait référence aux spirales sur les joues des personnages. Enfin, leur omniprésence dans la nature va finir de le décider à en faire la matière de sa prochaine œuvre. Il y a un troisième élément qui donnera le cadre à toute l'œuvre, c'est la forte influence du cosmicisme de Lovecraft. Dans Spiral, on suit Kirie et Shuichi qui vivent dans la petite ville de Kurozu. On commence direct dans une atmosphère un peu particulière, et Shuichi il sent venir tout de suite les bails. Petit à petit, il y a des spirales qui vont commencer à se former un peu partout, jusqu'à même ronger les gens. Au fur et à mesure, ces spirales elles vont hypnotiser toute la population, sauf Kirie et Shuichi qui essaient de sauver les gens, mais qui finalement se retrouvent impuissants. Dans Spiral, il n'y a pas vraiment de combat contre une entité. Le phénomène il vient d'ailleurs, il est inexplicable. C'est là toute l'influence de Lovecraft et son cosmicisme. La fin, elle est jouée d'avance. Ce qui va retenir le lecteur, c'est comment les événements s'enchaînent et quelle forme vont prendre les spirales. On va retrouver pas mal d'éléments de ses œuvres précédentes. Je pense à cette scène où le père de Shuichi fait une spirale avec sa langue, ça fait vraiment penser à la femme limace, ou encore cette scène où les cheveux de Kirie se bouclent et qui vient rappeler la chevelure sous le toit où il avait déjà exploité ce thème des cheveux hantés. Ça va être prépublié de 1998 à 1999, puis ce sera compilé en 3 tomes. Parce que oui, pour Junji Ito, 3 tomes de la même histoire, c'est déjà long. Le succès, il est immédiat, et dès 2000, le manga va être adapté en film en live action, qui s'appellera Uzumaki. Uzumaki qui veut dire spirale. On y retrouvera pas mal de scènes du manga, comme quand le père de Shuichi fait tourner ses yeux, ou la scène de l'hôpital où sa mère se fait attaquer. Pour l'adaptation en animé, ça a été un long périple. D'abord annoncé pour 2020, avec la présentation de quelques storyboards, la sortie est finalement repoussée d'1 an. Une deuxième bande-annonce est diffusée en 2021, mais la production déclare que le Covid les a obligés à repartir de zéro et que la sortie est repoussée d'encore 1 an. Sauf qu'en 2022, ils annoncent un nouveau retard d'une durée non définie. Après toutes ces galères et ces crampes, l'animé finit par sortir en 2024 en 4 épisodes et chose rare en noir et blanc. Junji Ito, il a validé le scénario et la réalisation. Et il est très satisfait du résultat. J'ai pas encore eu l'occasion de les voir, j'ai juste vu des extraits, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Avec Spiral, Junji Ito il passe un step. Il est maintenant reconnu comme une référence sérieuse du monde de l'horreur, et avec sa prochaine œuvre, il va asseoir ce statut. Cette nouvelle œuvre, c'est Gyo, et c'est prépublié dans le Big Comic Spirits entre 2001 et 2002. L'histoire, elle commence par une session de plongée où Tadashi, en vacances avec sa copine Kaori, échappe de peu à une attaque de requin. De retour au chalet où il loge, Kaori elle est attaquée dans sa salle de bain par une espèce de poisson avec des pattes. Au fur et à mesure, de plus en plus de ces poissons bizarres apparaissent, puis même des requins avec la même anomalie. L'autre particularité, c'est que quand ces créatures attaquent des humains, ces humains se transforment à leur tour. Pour Junji Ito, c'est une histoire assez longue, puisque ça va être publié en 2 tomes. Encore une fois, dans cette œuvre, il va exploiter les thèmes qu'il aime. Les transformations physiques bizarres, la notion de fatalité et force supérieure, et l'atmosphère pesante tout du long. À travers cette histoire, on peut aussi voir un engagement écologique et une critique de l'exploitation de la nature par l'homme. Les créatures d'Angyo, elles finissent par tout envahir, comme une sorte de réponse vengeresse de la nature. C'est pas aussi culte que Spiral, mais c'est super apprécié par les fans du genre. Ito, il n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Il a déjà lâché des chefs-d'œuvre et beaucoup de one-shots, mais il a faim de création. Dans les œuvres notables, on a par exemple Remina en 2005. C'est l'histoire de la fille d'un scientifique qui découvre une mystérieuse planète qui se dirige vers notre système solaire. En 2009, il va envoyer Black Paradox. Cette fois, on suit l'histoire de 4 personnes qui se sont rencontrées sur le site Black Paradox pour mettre fin à leur jour ensemble. En chemin, ils vont se rendre compte qu'ils ont des doubles qui essaient de les tuer. Parmi ces sosies, on a un robot, un spectre et un reflet malveillant. Dans cette œuvre, il mélange la science-fiction, le surnaturel et l'horreur psychologique. On retrouve toujours sa patte avec ses transformations physiques étranges. Dans le même temps, il a envoyé plusieurs one-shots en continu depuis Gyo. L'année d'après, en 2010, il va travailler sur un projet un peu plus original. Il va s'associer à Takashi Nagasaki et Masaru Sato pour créer le manga Yukoku no Rasputin. Pour vous présenter un peu ses partenaires, on a Takashi Nagasaki, qu'on a déjà vu dans la vidéo sur Naoki Urasawa, et qui a collaboré avec lui sur ses chefs-d'œuvre comme Monster ou 20th Century Boys. Et Masaru Sato, c'est un ancien diplomate qui a travaillé à l'ambassade du Japon à Moscou. Grâce à l'expérience de Masaru Sato, le manga il va explorer des intrigues politiques et diplomatiques super complexes. Avec ce manga, Ito il sort complètement de sa zone de confort et il découvre une nouvelle manière de faire des histoires. On l'a vu au début de la vidéo, Junji Ito il est super influencé par Kazuo Umezu et il va souvent lui rendre hommage. Cette admiration, il va notamment la manifester dans le one-shot qui s'appelle Umezu Sensei to Watashi, qui veut dire Maître Umezu et moi, et qui est publié en novembre 2014. Dans cette œuvre, Ito il raconte sa découverte des travaux d'Umezu et l'impact significatif qu'ils ont eu sur sa propre carrière artistique. Il partage des anecdotes personnelles, il décrit comment les récits d'Umezu ont nourri son imagination et orienté son style vers l'horreur. Ce témoignage, il nous offre une perspective intime sur la relation maître-disciple qu'il a avec lui. C'est une courte histoire qui est une mini-autobiographie mise en images
parsemé d'humour. En dehors de ses mangas, Junji Ito il a collaboré sur plusieurs projets dans des médias très différents. Par exemple, en 2002, il a dessiné la pochette de l'album Omura Uta du groupe de rock japonais Muk. Il a encore collaboré avec eux en 2020 en réalisant la pochette du single Shofu. Dans un autre registre, il avait été contacté pour participer à l'élaboration du jeu Silent Hills aux côtés de Guillermo del Toro et Hideo Kojima. Malheureusement, le projet il a annulé en 2015 par Konami. Il a aussi apporté sa pierre à l'édifice à l'un des jeux de cartes les plus célèbres, Magic. En 2022, il a collaboré avec eux sur une série exclusive de 4 cartes. Une carte zombie, 2 rituels et une carte chaman. Les cartes elles sont en noir et blanc avec de magnifiques illustrations du maître. On reconnaît bien sa patte avec des images bien perturbantes, comme ce zombie qui en bouffe un autre. En 2023, il va remettre ça et cette fois c'est carrément une carte légendaire avec une illustration incroyable. Ito, c'est un artiste très respectueux du travail des autres et il a jamais osé adapter ses œuvres préférées. Il avait notamment déclaré qu'il ne se sentait pas d'adapter une œuvre de Lovecraft après avoir découvert les adaptations de Go Tanabe. Et quand je vois le travail de Tanabe, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il a placé la barre déjà très haut. Il va quand même se lancer en 1994 avec Frankenstein de Mary Shelley. Il va dessiner ce classique avec sa patte en conservant globalement la trame originale. Il arrive à bien retranscrire la folie du docteur Frankenstein qui finit par se prendre pour Dieu, mais aussi l'aspect repoussant du monstre qu'il a créé. L'autre adaptation qu'il va faire, c'est No Longer Human, traduit en français par La déchéance humaine. C'est à la base un roman d'Osamu Dazai, très psychologique et qui décrit la détresse d'un personnage qui sombre petit à petit. Dans sa version, Ito il nous plonge dans le dégoût et l'angoisse avec des situations réelles, sans vraiment utiliser de surnaturel ou de monstres. Dans cette œuvre, c'est la nature elle-même qui est monstrueuse. Par contre, je vous préviens, c'est pas pour les enfants, il y a pas mal de scènes érotiques et tueries en tout genre, donc éloignez les âmes sensibles. Concernant les adaptations de ces œuvres en animé, elles sont plutôt rares. Il y en a quand même eu des intéressantes comme Guillaume en 2012 ou encore Spiral plus récemment. Par contre, côté adaptation film, c'est un festival. Il y en a une vingtaine pour lesquelles Ito sera surtout consulté dans l'élaboration du script. Lui qui a toujours été friand de films d'horreur, là il se retrouve de l'autre côté. Ces dernières années, il a un peu levé le pied, mais il a quand même envoyé quelques petites pépites, comme par exemple Sensor en 2018. L'histoire elle commence avec Kyoko Byakuya, une femme mystérieuse qui se retrouve dans un village isolé au pied d'un volcan. Les habitants ils sont fascinés par une étrange substance, les cheveux d'or, qui sont formés par des filaments volcaniques qui tombent du ciel et qui recouvrent tout. Ils considèrent ces filaments comme sacrés et ils croient que ça leur confère des pouvoirs divins, notamment des capacités de clairvoyance. Au fil du récit, Kyoko elle va être liée à des événements étranges. Elle devient le centre d'une série de phénomènes surnaturels et elle est traquée par des forces obscures. Encore une fois, l'influence de Lovecraft et du cosmicisme elle est partout dans l'œuvre, en plus de traiter le fanatisme. Sensor ça va être un succès, aussi bien critique que commercial. Bon, je pense que vous avez compris, Ito il a été super prolifique. Mais parmi toutes ses œuvres, il a quand même ses petits préférés. D'abord, il cite Les ballons au pendu qu'on a vu au début de la vidéo. Puis il cite De longs rêves, qui est une histoire inspirée par sa sœur après qu'elle lui a raconté que les rêves ne duraient que quelques secondes. Ça l'a fasciné et il a voulu en faire une histoire. On y suit un patient dans un hôpital qui est atteint d'un mal étrange. Chaque nuit, ses rêves deviennent de plus en plus longs, jusqu'à vivre des vies entières dans ses songes. Au fur et à mesure, il va vieillir prématurément et devenir de plus en plus absent. C'est encore du grand Ito avec des forces supérieures qui nous dépassent. Enfin, parmi ses œuvres préférées, on peut citer L'énigme de la faille d'Amigara, publié en 2002. Après un tremblement de terre, une montagne révèle une faille géologique dans laquelle il y a des milliers de trous qui ont exactement la forme d'humains. De plus en plus de gens vont venir observer ce phénomène et beaucoup d'entre eux vont commencer à ressentir une attraction irrésistible pour ces trous. Ito il nous régale encore avec des phénomènes surnaturels qui dépassent notre entendement et des déformations physiques effrayantes. Avec presque 40 ans de carrière, Junji Ito il a envoyé énormément de pépites. Forcément, il va être récompensé pour toutes ses œuvres. Par exemple, il avait été nommé pour un Eisner Award en 2003 et 2009 pour Spiral. Mais il l'obtiendra finalement en 2019 avec son adaptation de Frankenstein dans la catégorie meilleure adaptation d'un autre média. Il en remportera 2 autres en 2021 pour Remina et Venus in the Blind Spot dans les catégories meilleure édition américaine de matériel international et meilleur scénariste. L'année suivante, il en reçoit même un 4e pour son œuvre Love Sickness. En 2023, il recevra l'Inkpot Award lors du Comic Con annuel de San Diego. C'est un prix prestigieux qui a été reçu par des grands artistes comme par exemple Stan Lee, le célèbre dessinateur de Marvel. La même année, il va être honoré au Festival d'Angoulême avec un fauve d'honneur à l'occasion d'une exposition de ses œuvres. L'enfant qui avait peur de passer par le couloir souterrain de sa maison d'enfance pour aller aux toilettes et qui s'imaginait les pires scénarios est finalement devenu le créateur de nouvelles peurs. Lui qui s'était longtemps interdit le rêve de devenir mangaka, il a finalement poursuivi ce chemin pendant près de 40 ans. Fasciné par l'horreur et ses artisans, il en est devenu un maître incontesté. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'ai encore découvert un tas de choses et un immense artiste. D'ailleurs, n'hésitez pas à compléter dans les commentaires si j'ai oublié des éléments. Et je compte sur vous pour vous abonner, pour liker et activer la cloche. Vous imaginez pas à quel point ça me donne de la force. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.